Bienvenue dans le SEO Show, le podcast qui parle sérieusement de SEO et d'IA sans trop se prendre au sérieux. Nous, c'est Kate et Marie-Lou. Ici, nous décryptons le SEO d'aujourd'hui sans filtre et sans langue de bois. T'es prêt ? Alors c'est parti. Qu'est-ce que être SEO à l'ère de l'IA ? Ce que ça veut dire, et c'est pas du tout un exposé technique, c'est un exposé dans lequel je vais vous donner ma vision de ce que le SEO devrait devenir dans les prochaines années. Et j'espère que je n'aurai pas besoin de partir en courant à la fin de cet exposé, parce que vous m'en voudrez de ce que j'ai dit. Voilà. Je m'excuse d'avance, ça va être un petit peu décousu, parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre d'exposé, en fait. Donc voilà, mais je vais vous laisser découvrir. Je crois que sur le slide d'après, j'ai une petite présentation rapide. Voilà, je m'appelle Sylvain Perronnet, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'aime beaucoup faire des travaux en même temps que je m'occupe de nos activités. Maintenant, principalement le moteur de recherche conversationnel Hibou. Mais je ne vais pas en parler ce soir, sauf après devant un verre si vous le souhaitez. J'ai une obligation ce soir à cause de Grégory Perrin qui est ici dans la salle, notre nouveau directeur marketing. Je dois mettre des QR codes sur toutes les présentations. Il me dit de ne pas oublier. J'ai donc mis un slide avec la photo de Grégory, le roi des QR codes, et le fameux QR code. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais il s'occupe du marketing. Il saura vous le dire. Vous pourrez aller voir discrètement si vous voulez. De quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous parler de référencement, bien sûr, et je vais commencer par un petit constat, qui est que, en fait, moi, ça fait très longtemps que je fais du SEO. Je ne m'estime pas vraiment SEO depuis que j'en fais, mais j'en ai toujours fait d'abord en tant qu'éditeur à partir de 99-2000 à peu près. Et à l'époque, on ne disait pas SEO, on disait référencement web. Et un jour, je ne sais pas quand, en fait, on a commencé à utiliser l'acronyme américain SEO pour Search Engine Optimization, qui est en fait, je pense, à la fois une bénédiction et une malédiction. Le fait d'utiliser ce mot a beaucoup façonné la manière dont les référenceurs pensaient, le métier qu'ils font, qu'ils croient faire. Et c'est ça aussi qui est la principale barrière de ce métier, en fait. C'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Le S, c'est pour search. Mais en fait, le search, ça n'existe plus. Maintenant, on parle avec les moteurs. Même Google, on croit qu'on search, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met une requête qui est plus du langage naturel. Donc, on a déjà changé la manière de travailler avec les moteurs. On parle de E pour engine, mais en fait, des moteurs, il y en a plein. Il y en a actuellement une grosse quinzaine. Il y a des moteurs conversationnels, il y a d'autres moteurs que Google standard, comme Bing, Brave, etc. Il y a les moteurs de Pinterest, il y a le moteur de TikTok, il y a plein de moteurs, en fait. Et donc, on n'a pas un métier qui se cantonne à un seul moteur. Et on parle d'optimisation, et optimiser, en fait, ça ne veut plus du tout dire la même chose qu'avant. Avant, optimiser, c'était une tâche uniquement technique. Maintenant, c'est devenu une tâche qui va bien, bien au-delà de la technique. Et en fait, le mot SEO, il est resté, mais il décrit un métier qui n'existe plus tel qu'il existait il y a quelques années. Et ça, c'est une vraie problématique parce que je pense que le secteur du SEO, et là je parle des personnes qui font du SEO, n'ont pas forcément pris à bras-le-corps cette modification du secteur. Le SEO à l'ancienne, voilà, j'aime bien faire des slides très moches, hein. Le SEO à l'ancienne, c'est Google, c'est les balises, c'est la performance web, c'est les backlinks, c'est les mots-clés, c'est tout ça, moi, tout ce que vous connaissez tous. Mais il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans les dernières années. La manipulation de la marque, les graphes de connaissances, les LLM qui sont conversationnels, des architectures sémantiques beaucoup plus larges que simplement une page web dans un site web. Donc il y a plein de nouvelles choses qui sont arrivées. Et en fait, ce que vous faites, déjà maintenant, c'est bien au-delà de ce que vous pensez faire. J'ai fait un petit pastiche de ces mèmes qu'on trouve partout sur le web. Le SEO, ce que je dis que je fais, par exemple à ma grand-mère, et ce que je fais réellement, les SEO, ils ont une fâcheuse tendance à se voir plutôt comme des ouvriers en réalité. Et je le dis de manière non péjorative, c'est pour ça que j'ai mis une première photo où je suis en train de faire des travaux, c'est pour vous expliquer que ça n'est pas péjoratif de dire ça. Les gens, ils disent « j'optimise des sites pour Google ». Mais en fait, c'est pas du tout ça ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est vous avez compris comment des algos qui sont utilisés par un énorme opérateur font pour sélectionner, comprendre, présenter des informations. Et cette compétence que vous avez, c'est pas optimiser des sites pour Google, c'est comprendre n'importe quel type d'algo qui fonctionne de cette manière-là. Les gens ont tendance à dire, attention, je suis un petit peu réducteur en le disant, je le sais, que voilà, ils sont techniciens des balises ou de la web perf ou tout ça, ou techniciens des backlinks, ils sont spécialistes du netlinking. Mais en réalité, la vraie compréhension qu'ont les SEO, c'est pas une compréhension technique, c'est une compréhension des personnes qui vont sur les sites web et des besoins qu'ils ont. En fait, les SEO, ils mettent en avant des solutions à des pain points qu'ont des personnes. Donc c'est une tâche qui est beaucoup plus proche finalement du marketing que de la technique qui est réalisée. Et puis malheureusement, et ça c'est un constat que font beaucoup de SEO quand on discute avec eux,
J'ai mis « Je suis rangé entre le webmaster et le community manager dans la hiérarchie de la boîte ». Aujourd'hui, la plupart des SEO tiennent des discours dans les entreprises qui ne sont pas audibles par les directions générales. Je pense que je ne vais pas l'apprendre à la plupart d'entre vous. C'est-à-dire que les SEO, ils savent ce qu'il faudrait faire sur le site web et généralement, les arbitrages ne vont pas forcément dans leur sens. Et pourtant, les infos qui sont remontées par les SEO, qui sont les seuls à les remonter, parce que le SEO, c'est le seul qui surveille tout ce qui se passe sur un site web, eh bien, c'est ça qui va servir à prendre les décisions stratégiques dans une entreprise. Et la question, c'est pourquoi est-ce que, quand on est un professionnel qui sort la data, qui sert à prendre les décisions stratégiques, on n'en fait pas partie du circuit de prise de décision. Et c'est là où il y a une vraie problématique dans ces métiers-là. Alors, il y a un pattern très clair chez les SEO, en fait, qui est celui de la panique. En 2003, pour ceux qui ont connu cette époque, il y a eu une update Florida de Google. Le SEO est mort en 2003. On ne pouvait plus spammer Google avec des liens qui n'étaient pas terribles. Mais on a continué à travailler quand même. En 2011, il y a eu Panda, grosse update. Le SEO est mort en 2011. On ne pouvait plus spammer Google avec des contenus qui n'étaient pas terribles. Mais on a continué à faire du SEO. En 2012, Penguin, des encres trop optimisées. Vous avez compris ce que je veux dire. Le SEO est mort, mais en fait pas vraiment. On a pu continuer, etc., etc. Et on arrive aux années les plus récentes où a commencé à se mettre en place ce qu'on appelle des modèles de langue. En 2015, RankBrain, avec la compréhension fine de la requête, les gens se sont dit qu'on ne pouvait plus spammer Google parce qu'il était capable enfin de comprendre ce qu'il y avait réellement derrière une requête. Et donc on ne pouvait plus faire n'importe quoi qui était mis en avant pour que ça rank. Mais on a continué quand même, et on est en 2026, mais à partir de 2023 et la sortie de ChatGPT, qui était en fait novembre 2022, on a commencé à voir apparaître des moteurs conversationnels. On s'est dit que le SEO était mort. Je pense que beaucoup de gens pensent encore que le SEO est dans une situation très difficile à cause des moteurs conversationnels. Pourquoi ? Parce qu'il y a le sentiment que plus personne ne clique sur les résultats, qu'il n'y a pas de trafic referral sur ces moteurs qui sont pourtant utilisés et que donc on va vers un monde où il n'y a plus besoin de SEO. Et ce n'est pas vrai du tout, et c'est ce que je vais vous dire dans les prochains slides. À chaque fois, à chacune de ces étapes, il y a un hack, il y a une technique qui a disparu en fait. Parce que Google a musclé un petit peu sa manière de comprendre les contenus ou de comprendre les personnes. Mais le métier en lui-même est toujours resté le même. Parce que le métier, c'est les fonctions qu'on exerce et ce n'est pas les techniques qu'on utilise. Et l'autre problématique qui transparaît beaucoup là-dedans, si je fais ça, c'est le mot Google. En fait, pour la plupart des SEO actuels, le métier, c'est uniquement Google. Et ça, c'est complètement faux. Alors, je dis ça alors que c'est Marie-Lou et Kate qui nous accueillent aujourd'hui et qu'elles sont plutôt sur d'autres canaux dans leur présentation, etc. Donc, bien sûr, c'est faux, mais c'est le sentiment qu'ont beaucoup de gens. J'ai un pavé énorme pour répéter ce que je viens de dire, je ne vais pas le faire 2 fois. Je vais donc passer. Une problématique qui est très importante et qui est peut-être à considérer pour un petit peu modifier la manière dont on travaille, c'est celle de la métrique. En réalité, le SEO, c'est un métier qui est semi-technique, je veux dire, et qui consiste à faire des tâches pour optimiser quelque chose. Et on ne sait optimiser que ce qu'on mesure. Et donc, il y a une vraie problématique qui est la métrique qu'on choisit dans son métier va influencer la manière dont on travaille. Historiquement, les SEO travaillent sur des métriques qui sont de trafic et de positionnement, en confondant un petit peu les deux, même si on peut discuter sur est-ce que c'est vraiment la même chose. Mais la réalité, c'est que la métrique qui est probablement plus intéressante, et souvent pour les parties prenantes, pour une direction générale, la métrique qui est vraiment intéressante, c'est pas du tout celle-là. Les gens s'en fichent qu'ils aient du trafic, on s'en fiche d'avoir du monde dans son magasin. Ce qu'on veut, c'est avoir des clients à la fin qui sortent leur carte bleue. Et c'est ça qui est une vraie problématique qui n'a pas été prise dans notre secteur, je pense, pour se détacher d'autres secteurs comme la publicité, alors que dans certaines branches du marketing, dans la gestion publicitaire, les gens s'intéressent beaucoup au modèle d'attribution, par exemple. Et il y a cette problématique qui est, ce qui devrait compter, c'est la modification comportementale qu'on va réussir à opérer chez les utilisateurs des sites web. Plutôt que de regarder le trafic, c'est est-ce qu'on peut attribuer aux actions du SEO une forme de conversion, quel que soit ce qu'on cache derrière le mot conversion. Et c'est une action organique. Et en fait, une action organique, c'est juste une action pour laquelle les gens n'ont pas payé. Ça veut dire une action de Google, forcément. Alors, j'ai un petit visuel pour dire, voilà, imaginez, vous êtes, on va faire une analogie, parce que j'aime bien les analogies foireuses. Votre métier, c'est d'emmener les gens sur la plage. Il y a une route qui mène à la plage. Et vous vous dites, pour réussir mon métier, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une fausse barrière de travaux en disant que le trafic doit être dévié vers la plage. Et j'envoie toutes les voitures vers la plage. Et il y aura beaucoup de monde sur la plage. Mais en fait, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'envoyer que les gens
qui ont vraiment envie d'aller à la plage parce que c'est ceux qui vont y rester, qui vont dépenser leur argent sur place, etc. etc. Et pour ça, en fait, c'est mieux de mettre une pub pour expliquer que le meilleur spot pour faire du surf, c'est la plage. J'enfonce des portes ouvertes un petit peu. Parce que on peut en faire ailleurs, mais c'est plus compliqué. Et en fait, l'analogie n'est pas top, mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est si ce qu'on choisit de mesurer, c'est le trafic, on a un comportement qui est bizarre, on met une déviation, on emmène n'importe qui sur la plage. Si on mesure quelque chose qui est vraiment important, finalement, en fait, on a une action qui est complètement différente. Il y a plusieurs idées reçues qui sont liées au SEO. Je vous ai promis que c'était décousu mon exposé, donc je n'ai pas menti. Donc je passe du coq à l'âne un petit peu. Il y a quelques idées reçues sur le SEO. La première, c'est que les référenceurs et globalement d'autres métiers, les devs, etc., commencent à penser que l'IA va faire le travail des gens. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que améliorer le travail que font les personnes, ça ne veut pas dire le remplacer. Donc on ne va pas lâcher la data, par exemple, qu'on utilise pour prendre des bonnes décisions parce qu'il y a une IA. Une IA qui peut pipoter n'importe quoi. En fait, on va utiliser l'IA pour améliorer sa compréhension de la data. Notamment, on va profiter de ce qu'on appelle la largeur de vue de l'IA. Moi, je sais lire 3-4 documents dans une journée. L'IA sait en lire 50 et me faire des pré-résumés. Et donc, moi, je vais lire les 3-4 résumés qui sont faits. Je lis toujours la même quantité de données, mais j'ai une prise de décision sur 50 objets au lieu de 3 ou 4. Donc, j'améliore mon travail. Alors, petite pause avant de continuer. Parce que si tu entends des choses qui résonnent avec tes enjeux actuels, c'est-à-dire si tu te poses des questions sur ta visibilité, ton manque de visibilité, si tu as des difficultés à transformer ton trafic ou si tu as besoin de structurer justement toute ta stratégie SEO et IA, sache que tu peux directement échanger avec nous. Effectivement, tu te rends sur le site de Flair Agency et tu peux prendre rendez-vous avec nous gratuitement en seulement 2 clics. Et du coup, je te mets le lien en description. Et maintenant, on peut reprendre. L'IA, ça n'est pas une économie. La plupart des gens disent « Ah, j'utilise l'IA pour économiser dans mon entreprise pour que ça me coûte moins cher. » Si c'est votre idée de l'utilisation de l'IA, vous allez droit dans le mur, en fait. L'IA, c'est un coût supplémentaire puisque c'est une variable d'amélioration de l'existant. Vous gardez tout ce que vous faisiez avant, vous rajoutez un abonnement à un bon produit IA. En ce moment, c'est forcément Claude. Voilà. Ça vous coûte 200 € par mois. Et vous avez amélioré d'un seul coup tous vos livrables, vous avez amélioré tous vos process. Vous dépensez plus d'argent, mais vous êtes plus productif et vos process sont meilleurs. Et surtout, avec l'IA, vous pouvez monter en gamme. Avant, vous pouviez produire des livrables de très bonne qualité en quelques jours. L'IA peut produire des livrables de mauvaise qualité qui sont les mêmes, interchangeables, que n'importe qui peut produire en quelques secondes. Mais si vous fusionnez votre data, vos compétences et l'IA pour vous aider sur tout le reste, vous produisez des livrables qui ont un edge par rapport à ceux des autres. Voilà. Donc, il faut vraiment voir ça comme un bonus d'utiliser l'IA. Et tout ce que je viens de dire, bien sûr, c'est déjà écrit sur les slides parce que j'oublie toujours les slides que j'ai faits, mais vous les aurez comme référence grâce au QR code de Grégory. Ensuite, deuxième idée reçue, le trafic organique va disparaître. Alors ça, c'est complètement faux en fait. C'est un problème vraiment de définition. Même si on pense que le trafic est important, moi je pense personnellement que c'est pas ce qui est important, mais même si on pense que le trafic est important, c'est faux. Il y a beaucoup plus de canaux d'acquisition qu'avant. S'il y a beaucoup plus de canaux, il y a beaucoup plus de trafic d'un point de vue purement formel. La même personne va être sur plusieurs canaux, elle va générer du trafic sur plusieurs canaux. Donc il y a plus de trafic organique. Donc le trafic organique ne fait qu'augmenter. Le fait qu'on ne sache pas le mesurer ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça, c'est un autre problème. Aujourd'hui, on ne sait pas mesurer certaines choses. Le problème à résoudre, c'est comment mesurer, mais pas le fait que ça n'existe pas. Une partie du trafic est exogène, en fait, il se passe des choses en dehors de votre site web, par exemple, mais c'est du trafic organique quand même. Organique, ça ne veut pas dire synonyme de Google Search. Ça ne veut pas dire un trafic referral. Quelqu'un qui va de, Pinterest à votre boutique en passant par ChatGPT, Google, etc., en fait, dans un tunnel de conversion assez long, en fait, c'est du trafic organique, très potentiellement. Et puis, le trafic n'est pas la bonne métrique. Ce qui compte, c'est vraiment l'attribution. Et c'est une attribution contributive, comme on en trouve assez peu de modèles, finalement, qui est quel est le pourcentage de votre revenu que vous pouvez associer à chaque canal dans lequel passe un utilisateur qui va être converti. Et c'est pas si facile que ça à faire. Voilà. Troisième idée reçue, là elle est plus vraiment sur les métiers du SEO pur et dur, sur la partie contenu qui a été très largement ubérisée par l'IA.
il y a une idée qui est que si on produit un contenu assez bon, en fait, on a tout ce qu'il faut pour ranker, et comme l'IA peut produire un contenu assez bon, on n'a plus besoin de rédacteurs, par exemple. Donc ça, c'est faux. Il y a une échelle de valeur de la rédaction des contenus qui va de « je fais un contenu qui est purement SEO, qui ne possède pas de source unique ». Pour ceux qui connaissent notre outil Your Text Guru, par exemple, c'est si vous l'utilisez bêtement, c'est ce que ça produit. Voilà. Il faut l'utiliser plus finement que ça pour bien s'en servir. Et puis ensuite, vous pouvez faire de mieux en mieux. Réécriture des sources existantes. Un contenu qui soit bon, mais qui soit trop générique parce qu'il n'est pas bien sourcé. Et là, vous arrivez au seuil de ce qu'une IA peut produire très bêtement. Ensuite, si vous rajoutez des contenus originaux avec un angle unique, de l'expérience réelle, des opinions engagées, vous avez un contenu qui est là pour le coup de bonne qualité, mais que l'IA ne sait pas faire. Et donc, il existe toujours une vraie contribution humaine au contenu. La seule chose, c'est que l'humain n'est pas obligé de tout produire de zéro. L'humain peut se contenter d'intervenir après le seuil sur lequel l'IA a été capable de faire les choses. Mais il faut toujours quelqu'un pour faire les choses quand même. Et je vous pose la question, où êtes-vous sur cette échelle de production de contenu? Ça, c'est une bonne question. La plupart des gens sont à peu près autour de ce niveau-là actuellement de la constatation que je fais quand je regarde ce que font les gens sur le web. Le SEO, là je parle des personnes, est assis en fait sans le savoir sur un trésor. Alors pourquoi ? Parce que les compétences qu'ont les SEO sont les... Alors en fait, vous ne le savez pas, mais je vais raconter ma vie, parce que j'adore raconter ma vie. Avant de devenir universitaire, etc., j'ai travaillé dans une boîte de conseil. Et en fait, le métier qui est le plus rentable au monde, c'est de faire du conseil auprès des directions générales. En fait, il y a des gens qui sont prêts à payer des fortunes pour qu'on enfonce des portes ouvertes pour eux, avec un petit peu de data. Et la question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi les SEO qui savent tout ce qui se passe dans une boîte, tout ce qui se passe sur un site web, qui ont une idée de comment le site web devrait gagner de l'argent, etc., pourquoi les SEO ne sont pas dans les pièces avec les COMEX, avec les comités de direction ? On peut vraiment se poser la question. Hein. C'est pas du tout... Enfin, c'est vraiment très très étonnant. Parce que les SEO, ils savent faire des choses qui sont vraiment ce que demandent exactement les directions générales. Comprendre comment les algorithmes sélectionnent l'information. C'est quelque chose de difficile, les SEO savent le faire. Savoir comment les machines décident de ce qui est crédible. Dans la fabrique de l'information, il faut fabriquer de la crédibilité. Les SEO savent le faire. Structurer l'information pour être sélectionné. Une fois qu'on sait ce qu'on doit dire, comment le dire. Les SEO savent le faire. Et plus globalement, souvent, les SEO ont une vision sur la gouvernance algorithmique, sur le pouvoir de l'information, sur comment ça doit être structuré, comment un site web doit être structuré, est-ce qu'il doit y avoir un blog d'entreprise, est-ce qu'il doit y avoir une partie e-commerce, etc., etc. Tous ces points-là, ça fait partie des compétences vraiment profondes des SEO. Et pourtant, personne ne demande l'avis des SEO dans les entreprises. Et c'est uniquement une question de positionnement. Si le discours que vous tenez en entreprise, c'est de dire « mon métier, c'est de regarder la performance de ton site web, j'ai gagné 150 millisecondes de temps de chargement, j'ai optimisé toutes les backlinks, tous les titles, etc., j'ai acheté des backlinks, etc. » C'est des tâches que vous devez faire, mais c'est peut-être pas ce qu'il faut dire à votre patron quand vous le faites. Il faut avoir une vision plus large. Et c'est ça qui peut probablement vous permettre de prendre des postes beaucoup plus hauts et de survivre dans un monde où l'IA fait la technique en fait. Et si vous mettez en valeur le seul truc sur lequel l'IA est capable de faire compétition avec vous, vous ne vous mettez pas en valeur en fait. Donc il faut parler surtout du reste. Et donc je vous engage à penser différemment. Au lieu de parler de pages, déjà il faut parler d'entité. Ce qui compte c'est l'information et pas le support de l'information. Parler de knowledge graph, d'identité de marque, d'architecture sémantique globale. Osons le dire, je vais parler de cocon sémantique pour la blagounette. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte et donc c'est plutôt vraiment les briques de base de l'information qui comptent. Au lieu de parler de ranking, de position, il faut parler de présence. Est-ce que quand il y a une question qui se pose, qui peut être très complexe, qui peut être conversationnelle, donc c'est au cours d'une discussion, si j'ai une dizaine d'échanges avec une personne, ça compte comme un seul objet que j'analyse. Est-ce que je suis présent, explicitement ou implicitement dans la réponse, quelle que soit la plateforme dans laquelle quelqu'un pose une question? Et ensuite, si je suis présent, au lieu de parler de trafic, cette présence, combien elle m'amène de personnes, parler plutôt de l'influence qu'a cette présence. Quand on parle de moi, quand on parle de ma marque, est-ce que j'ai une influence qui est compatible avec les objectifs que j'ai? Ça peut être de vendre, ça peut être de me faire élire si je suis un homme politique, ça peut être n'importe quoi en fait. Et donc c'est vraiment une question de quel est l'effet de cette présence. Et au lieu de travailler le support, au lieu de travailler le site web, ce qu'il faudrait faire, ce que je propose, c'est de travailler vraiment l'information dans une vision qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus multicanale.
Voilà pour ça. Je crois que c'est mon dernier slide. Je regarde discrètement si c'est mon dernier slide. C'est mon dernier slide. Ce soir, c'est apéro. Alors, je vais me mouiller avec des prédictions avant même d'avoir bu. Donc, c'est ça qui est le plus terrible. Moi, je fais une prédiction, c'est que le mot SEO va finir par disparaître, mais pas le métier. Et donc, les gens vont arrêter de dire qu'ils sont SEO à un moment donné, sauf certains qui resteront plus techniciens. Par contre, les professionnels du SEO vont rester probablement sous un terme qui désignera la capacité à architecturer l'information en ligne. Je pense qu'il va falloir beaucoup plus de professionnels du secteur qu'avant, et je pense qu'en fait, techniquement, il y aura beaucoup plus de SEO, même s'il porte un autre nom dans les prochaines années qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de canaux. On est dans la même situation que les moteurs de recherche l'étaient jusqu'à 2004, en fait, actuellement. Et pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, Google a sécurisé sa position dominante en 2004 en sortant les systèmes de publicité avec enchères au second prix et quality score. Avant, il y avait plein de moteurs qui existaient et aucun n'avait pris le lead, en fait. Et actuellement, on est dans la même situation où il existe beaucoup de nouveaux acteurs, aucun n'a pris vraiment le lead. Là, en ce moment, on pense qu'Anthropic est en train de réussir à prendre un petit peu la main sur ChatGPT, mais les chiffres montrent que c'est pas si simple que ça, etc., etc. Donc, on est vraiment dans une situation où il va y avoir plus d'usages sur plus de moteurs différents, et donc il va falloir plus de professionnels globalement, parce qu'il est très difficile d'être spécialiste de toutes les plateformes. Et puis, à un moment donné, j'en fais le pari, et c'est peut-être un espoir, les SEO vont comprendre qu'ils valent beaucoup plus que les simples outils qu'ils utilisent ou qu'ils semblent ou qu'ils croient être. La plupart des SEO ont tout ce qu'il faut pour développer une pensée stratégique sur la data qu'ils génèrent déjà. Les outils, les SEO actuels pour moi sont comme des outils. C'est des sources d'informations pour la prise de décision. Il faut devenir acteur de cette prise de décision et il faut arrêter d'être juste une béquille opérationnelle pour les autres. Et voilà pour tout ce que j'ai à dire. Vous avez le droit de faire des commentaires si vous le voulez. Et je remercie Kate et Marie-Lou pour avoir l'opportunité de dire n'importe quoi pour une fois. Dans une soirée. Merci.